anémie congénitale cyanogène, et c'est la plus fréquente. Et c'est 300 nouveaux cas par an de bébés qui naissent avec une tétralogie de Fallot. Elle fait partie du groupe des cardiopathie conotroncale. C'est l'interruption de l'arche, le tronc artériel commun ou le ventricule droit à double issue. Et l'histoire naturelle n'est pas bonne puisqu'on a une survie de 30% à 10 ans. Et donc la seule solution est de les opérer. Et donc c'est le traitement de choix. Donc je vais successivement parler rapidement du mode de révélation et de la clinique du Fallot, de l'écho et de la place des autres examens d'imagerie dans l'évaluation préopératoire, puis de la stratégie thérapeutique. Je ne peux pas faire de topo sans parler du Fallot vieilli et de l'enfant non opéré et de l'adulte non opéré avec une tétralogie de Fallot. Et puis un mot sur le diagnostic anténatal du Fallot. Donc la révélation de la maladie se fait actuellement en anténatal, puisqu'on fait le diagnostic dans 60 à 70% des cas en anténatal. Quand le diagnostic n'est pas fait en anténatal, on le fait en postnatal, sur un souffle systolique simplement chez un nouveau-né avant la sortie de la maternité, ou avec une cyanose qui est très peu visible chez le nouveau-né, mais qui apparaît dans les premiers mois de vie, un malaise qui est également très peu fréquent chez le nouveau-né et qui apparaît plus tard dans les premiers mois de vie, et puis plus rarement dans le bilan polymalformatif d'une dysmorphie ou d'une malformation extracardiaque. Donc dans une tétralogie de Fallot, il y a une CIV qui est habituellement large et qui égalise les pressions entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Et le souffle qu'on entend, c'est le souffle de la sténose pulmonaire et non pas le souffle de la CIV. Et plus l'obstacle pulmonaire est important, et plus le chant par la CIV droit-gauche est important. Et c'est ce chant-là qui est responsable de la cyanose dans une tétralogie de Fallot. Donc il y a trois grands cadres nosologiques et cliniques dans la tétralogie de Fallot. Le premier cas, c'est le plus fréquent, c'est le Fallot rose, c'est-à-dire qu'on a un bébé qui naît, qui va très bien, qui ne pose aucun problème à la naissance, il a une saturation en oxygène qui est parfaite, et on diagnostique le Fallot sur un souffle à l'auscultation pulmonaire. Le deuxième grand cadre, c'est les formes régulières ou irrégulières de la maladie de Fallot, et qui font des malaises précoces, donc avant l'âge de 3 mois, ou qui ont des cyanoses, et donc le diagnostic se fait sur cette cyanose ou ce malaise précoce. Donc le malaise, c'est l'accentuation de l'obstacle VDAP, une majoration du chant droit-gauche par la CIV, puis l'enfant est hypotonique, qui fait un malaise et hyperconnaissance. Puis le troisième grand cadre, c'est les formes vieillies, et donc elles se manifestent surtout par les manifestations de la cyanose chronique, que sont l'hypocratie digitale ou le squatting de l'enfant. Donc, ce qui est important de savoir dans une tétralogie de Fallot avant la chirurgie, c'est de savoir si c'est une forme régulière, qui a priori ne posera pas de problème, ou si c'est une forme irrégulière, qui peut compromettre la réparation d'emblée. Et dans les formes irrégulières, il y a la forme avec les CIV multiples, il y a les anomalies des artères coronaires, les obstacles droits VDAP qui sont sévères, qui vont jusqu'à la quasi-atrésie de la valve pulmonaire, et les anomalies des artères pulmonaires, qui peuvent être des anomalies de nombre, il peut y avoir qu'une seule artère pulmonaire, des anomalies de taille, elles peuvent être hypoplasiques, ou elles peuvent être sténosées, en proximal ou en distal plus rarement, et des anomalies de naissance, quand l'artère pulmonaire naît de l'aorte par exemple, ce qui est quand même exceptionnel. Donc le bilan préopératoire du Fallot doit préciser absolument ces 6 points. La localisation de la CIV, qui est toujours dans la voie d'éjection, comme vous l'a expliqué Lucille, c'est une CIV de l'outlet, mais les CIV peuvent être multiples et elles peuvent être associées à des CIV musculaires qu'il faut absolument rechercher. Il faut préciser la nature de l'obstacle pulmonaire. L'obstacle pulmonaire dans un Fallot peut être un obstacle au niveau de l'infundibulum pulmonaire, mais on peut avoir un obstacle au niveau de la valve pulmonaire ou au niveau des branches pulmonaires. On doit préciser l'anatomie des artères pulmonaires, leur confluence, leur taille. On doit préciser les coronaires, comment elles naissent, si elles sont normales ou si elles ont une anomalie de trajet. Et on doit préciser s'il y a des anomalies associées. Et ces anomalies associées sont les anomalies de la crosse, puisque très souvent il y a des crosses aortiques droites, les anomalies des retours veineux systémiques, quand il y a une veine cave supérieure gauche, et la présence ou pas d'un canal artériel. Et puis pour des formes un peu plus vieillies, de l'enfant ou du jeune adulte, la présence de collatéral aortopulmonaire. Donc pour l'évaluation préopératoire, on a 3 grands examens. D'abord l'échographie cardiaque en 2D, c'est l'examen le plus courant qui nous permet de faire la majeure partie du diagnostic et du bilan préopératoire.
puis les imageries et l'imagerie en coupe, le scanner, on verra sa place plus tard, et le cathétérisme cardiaque. Il y a aussi un rôle important dans le bilan préopératoire, essentiellement dans les phallos de l'enfant un peu plus âgé ou des phallos vieillis, et Younes Boudjemi nous en parlera plus en détail. Donc, d'abord en échographie, en parasternal grand axe où on voit par la voie sous-costale, on voit bien cette CIV qui est une CIV de l'outlet, une CIV par mal-alignement, puisque vous voyez que l'aorte n'est pas du tout alignée par rapport au septum interventriculaire, et c'est ce qu'on appelle la CIV de la voie d'éjection. En sous-costale, on voit exactement la même chose, l'aorte qui est à cheval entre le ventricule droit et le ventricule gauche. En parasternal petit axe, c'est très important puisqu'on voit ici la valve aortique et ici la valve pulmonaire. Vous voyez ce septum conal qui est dévié vers l'avant et qui vient faire obstacle à la voie d'éjection pulmonaire. Donc par exemple sur cette écho de gauche, on voit que l'obstacle il est au niveau de la fendibulum, mais également probablement au niveau de la valve pulmonaire. Et ce septum conal qui est dévié vers l'avant peut être plus ou moins long, puisque vous voyez que sur cette écho il est long, et puis sur l'autre, le septum conal est un peu plus court. Lucie tout à l'heure parlait de la CIV de l'outlet et des bords de la CIV qu'on pouvait analyser. Et pourquoi ces bords sont importants? Parce que quand ils sont entièrement musculaires, on est plus ou moins tranquille. Alors que quand ils sont membraneux, quand le bord postérieur de la CIV est membraneux, il y a toujours un risque de bloc auriculo-ventriculaire lorsque le chirurgien va mettre son patch pour fermer la CIV. Et vous voyez sur cet écho qu'il y a une CIV gonoventriculaire et qu'il y a un bout de muscle ici qui sépare la valve aortique de la valve tricuspide. Et ça, c'est une CIV de la voie d'éjection avec des bords qui sont entièrement musculaires. Et puis, très rarement, on a ce qu'on appelle le phallo mexicain. Donc, ce phallo mexicain, c'est le phallo avec absence totale de septum conal, comme vous voyez sur la photo de droite. Donc, la valve pulmonaire est là, la valve aortique est là, et puis il n'y a pas du tout de septum conal entre les deux valves. Donc, c'est très rare, mais c'est une des formes de la tétralogie de Fallot. Dans cette vue parasternale petit axe, on analyse également la taille de l'anneau pulmonaire et on peut voir les deux branches pulmonaires, donc la paix droite et la paix gauche. Et cette vue en écho est très importante pour l'analyse préopératoire. Puis on va voir un peu quelques cas de phallo irréguliers, donc il faut absolument rechercher les anomalies des branches pulmonaires. Donc les branches pulmonaires peuvent être globalement hypoplasiques, où il peut y avoir une sténose de la branche gauche ou de la branche droite. Donc ici, sur cette écho, vous voyez qu'il y a un phallo avec un tout petit anneau pulmonaire et des branches pulmonaires qui sont hypoplasiques. Et on voit sur l'écho de droite qu'il y a une sténose à l'origine de l'artère pulmonaire gauche. Il faut absolument rechercher également en écho les anomalies coronaires. Donc on peut le voir en écho. L'anomalie coronaire la plus fréquente dans le phallo est quand l'IVA naît de la coronaire droite et vient barrer en avant l'infundibulum pulmonaire. C'est très important pour le chirurgien parce que quand il va ouvrir son infundibulum pulmonaire, il va couper la coronaire. Et donc on le voit très bien en échographie également. Vous voyez ici en coupe parasternale petit axe la valve pulmonaire, la valve aortique, et vous voyez la coronaire droite qui naît du sinus droit et la coronaire gauche également qui naît du sinus droit et qui vient barrer en avant l'infundibulum pulmonaire. Il faut également rechercher les anomalies associées, donc la veine cave supérieure gauche, la crosse aortique droite, et dans de très rares cas, il peut y avoir une coartation de l'aorte, le canal artériel persistant, la présence d'un shunt interatrial et les collatérales aortopulmonaires. Donc maintenant, quelle est la place du scanner dans l'évaluation préopératoire du phallo? Globalement, ce qu'on fait en France, c'est qu'il n'y a pas de... L'échographie en 2 dimensions permet de faire la majeure partie de l'analyse préopératoire du phallo, mais en cas de doute sur une anomalie coronaire ou sur une anomalie des branches ou des artères pulmonaires, on va avoir recours à l'imagerie de coupe et plus particulièrement au scanner. Donc vous voyez ici un scanner d'une tétralogie de phallo qui montre, construit en 3D et qui montre des artères pulmonaires qui sont globalement hypoplasiques avec une petite sténose de l'artère pulmonaire droite et une sténose proximale de l'artère pulmonaire gauche.
Vous voyez également sur ces scanners, sur celui de gauche, une sténose, une hypoplasie bilatérale des artères pulmonaires, et sur la photo de droite, une sténose très distale de l'artère pulmonaire gauche sur un scanner construit. Ici, un exemple d'une artère pulmonaire droite unique, donc ça peut arriver, et donc le scanner nous a permis de bien le voir. Et sur le scanner également, les anomalies des coronaires qu'on confirme, qu'on peut voir en écho, mais qu'on confirme au scanner. Et donc vous voyez bien ici l'IVA qui passe en avant et qui vient barrer la fendibulum pulmonaire. Je ne parlerai pas du cathétérisme cardiaque que Younes Mjemin va vous aborder. Donc maintenant, la stratégie thérapeutique du phallo, donc 3 grands cadres également. Le phallo régulier, donc qui pose aucun problème, va être réparé complètement, et donc l'âge préconisé pour la réparation, c'est entre 3 et 6 mois. Il y a les formes régulières, mais qui font des malaises très précoces, entre 1 mois et 3 mois, ou les formes, dans les formes avec des enfants qui sont très bleus, avec une cyanose importante. Et pour ces enfants, on a recours le plus souvent à une chirurgie palliative avant la réparation complète. Et puis, dans la forme irrégulière, donc avec l'association de toutes les anomalies dont on a parlé avant, le timing dépend bien sûr des anomalies, et le traitement palliatif le plus souvent en première intention, toujours avant une réparation complète. Donc le traitement médical du phallo, je vais juste en dire un mot, parce qu'il ne remplace absolument pas le traitement chirurgical, mais de temps en temps, ça peut aider à prévenir les malaises. Il n'y a aucune évidence d'efficacité du traitement bêta-bloquant dans la tétralogie de phallo. Il n'y a aucune littérature sur ça, mais on dit habituellement que quand il y a un obstacle infundibulaire serré et quand l'enfant fait des malaises, on préconise un traitement par bêta-bloquant, par apnocardite, 1 mg/kg 3 fois par jour. C'est aussi un traitement qui est très anxiogène, très contre-anxiété, on va dire, pour les médecins et également pour les parents de l'enfant, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce médicament en préopératoire. Il faut bien sûr bien informer les parents de la possibilité des malaises et des mesures à faire en cas de malaise à la maison. Et bien sûr, je dirais juste un mot sur le traitement par prostaglandine, qu'on utilise rarement dans les formes très sévères de phallo néonatal, qui à la fermeture du canal artériel sont assez bleus et qui ont besoin toujours d'avoir un canal artériel maintenu ouvert jusqu'à la chirurgie palliative. Donc la cure complète, ça consiste en quoi? D'abord une fermeture de la CIV, on la ferme habituellement par voie atriale, donc on rabat la valve tricuspide et on ferme la CIV par un patch. On résèque l'obstacle affundibulaire, et puis il y a 2 façons de traiter le phallo. Le plus souvent, on fait un patch transannulaire, c'est-à-dire qu'on élargit toute la voie infundibulo-pulmonaire, de l'infundibulum jusqu'à l'artère pulmonaire, et on ne conserve pas l'anneau, et donc en post-opératoire, il y a une insuffisance pulmonaire libre. Et puis, quand l'anneau pulmonaire est beau et qu'il est conservable, le chirurgien arrive à faire juste une commissurotomie de la valve pulmonaire, à réséquer l'obstacle infundibulaire, à faire un patch d'élargissement au niveau de l'artère pulmonaire et à maintenir une valve pulmonaire continente en post-opératoire, ce qui limite les fuites pulmonaires et qui va faciliter les choses pour la suite, pour le suivi. Dans le traitement palliatif, on a 3 grandes parties dans ce traitement. On a ou l'anastomose systémico-pulmonaire, ou appelée plus communément Blaloc, Blaloc toxictoma. Et donc ça consiste à mettre un petit conduit prothétique entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire. L'autre traitement palliatif, c'est l'ouverture VDAP par un petit patch restrictif. Et donc on va, avec un bistouri, ouvrir entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire et mettre un petit patch qui élargit la voie VDAP en laissant la CIV ouverte. Donc, et on fera la réparation complète plus tard. Et puis le 3e traitement palliatif, c'est le cathétérisme interventionnel. On peut être amené à dilater la valve pulmonaire ou à stenter le canal artériel, et on en parlera lors du prochain topo. Est-ce qu'il y a une différence entre les 2 traitements palliatifs, l'ouverture VDAP ou le Blaloc? Le Blaloc a l'avantage d'être fait sans circulation extracorporelle. Il a par contre une mortalité post-opératoire qui est un peu plus importante, qui est de l'ordre de 10%. Et il est connu pour avoir comme complication une distorsion des branches pulmonaires. Donc il peut créer des sténoses des branches pulmonaires ou se thromboser.
L'ouverture VDAP est bien sûr faite sous circulation extracorporelle, donc la prise en charge périopératoire est plus compliquée. Elle a une mortalité par contre post-opératoire qui est un peu plus faible. Et puis surtout, l'ouverture VDAP est des fois très difficile à calibrer. Les enfants peuvent se retrouver en hyperdénie pulmonaire en post-opératoire. Donc si je veux résumer la stratégie thérapeutique d'un fallo, donc quand le fallo naît, soit il est rose, il a un souffle, il sort de la maternité, il rentre à la maison, tout va bien, on surveille en consultation, la cyanose progressive va apparaître au fur et à mesure des mois et on fera la cure complète vers le poids de 5-6 kg entre 3 et 6 mois. Soit le fallo est déjà bleu à la naissance, donc on préfère le surveiller jusqu'à la fermeture du canal artériel, soit il a une saturation qui est satisfaisante, on va dire supérieure à 70% à la fermeture du canal artériel, et donc on va laisser rentrer cet enfant, on va le suivre en consultation, et puis on l'opérera si possible entre 3 et 6 mois. Soit la saturation va être faible, va être inférieure à 70%, et l'enfant va être très bleu, et dans ce cas-là, il va nécessiter une première étape palliative avant la cure complète qu'on fera plus tard. Alors, un mot sur le fallo adulte non opéré. Comment est-ce qu'un fallo survit jusqu'à l'âge adulte? Parce qu'il développe des collatérales orthopulmonaires à cause de la cyanose, parce qu'il a une sténose pulmonaire qui est très modérée, et parce qu'il a eu un blaloc dans l'enfance. Les conséquences de ce fallo adulte non opéré, c'est la cyanose chronique, l'hypoxémie chronique, qui va favoriser le développement de ces collatérales et qui vont être très embêtantes en périopératoire. Il va y avoir une hypoxémie myocardique, et donc un ventricule gauche et un ventricule droit qui vont être épais, fibreux, et qui va causer une dysfonction diastolique et systolique du ventricule gauche. Et puis, il a été montré qu'il y a une mortalité plus élevée dans le fallo adulte en post-opératoire immédiat, de l'ordre de 15%, par rapport à une mortalité chez l'enfant qui est de l'ordre de 2 à 3%. Et que cette mortalité était très augmentée quand on ne valvait pas la valve pulmonaire, quand on mettait un patch VDAP en réséquant la valve pulmonaire avec une fuite pulmonaire libre que le fallo adulte ne tolère pas du tout en post-opératoire. Les facteurs de risque de la mortalité de ce fallo adulte non opéré, c'est la dysfonction systolique déjà en préopératoire, l'insuffisance tricuspide importante en préopératoire et la cyanose très importante. Et donc quand il y a une sténose très importante, on peut discuter une étape palliative avant la cure complète. Et bien sûr, la chirurgie préconisée quand on opère un fallo adulte, c'est d'emblée de faire une valvulation pulmonaire. Il faut opérer les fallos adultes. Pourquoi? Parce que la première année de vie, après la première année de vie post-opératoire, il y a une amélioration fonctionnelle, et ces fallos adultes qui ne faisaient absolument rien et qui étaient en classe 3 ou 4 de la classification NYHA ont une amélioration fonctionnelle qui est claire et qui est prouvée dans la littérature. Bien sûr, il y a un taux important de mortalité la première année de vie post-opératoire, et cette mortalité est souvent due au trouble du rythme ventriculaire. Pour finir, je dirais un mot sur le diagnostic prénatal, puisque c'est l'avenir, qu'il établit le diagnostic en anténatal, qui permet d'évaluer le pronostic à court terme et à moyen terme, puisque quand on voit un enfant en anténatal, on peut déjà prédire si le fallo est régulier et qu'il ne va poser aucun problème, et donc l'information aux parents va être celle-là, ou bien on va pouvoir dire, attention, ce fallo a un petit anneau pulmonaire, a de petites branches pulmonaires, et donc il y a des critères qui ont été donnés dans la littérature pour ça, et ce fallo-là, il faut l'hospitaliser, il faut le surveiller à la naissance, et il faut surveiller jusqu'à la fermeture du canal artériel cet enfant avant sa sortie à domicile. Et ça permet également d'organiser la naissance dans une structure adaptée. Et donc vous voyez qu'en échographie en anténatal, on arrive déjà à voir exactement tout ce qu'on voit en postnatal, c'est-à-dire la déviation antérieure du septum conal, le petit anneau pulmonaire, la CIV, les branches pulmonaires, et que tout le diagnostic peut être fait dans la vie fétale, pendant la vie fétale. Donc en conclusion, je dirais que le bilan préopératoire d'un fallo doit être complet. Il faut vraiment tout regarder, il faut regarder les 6 points dont je vous ai parlé, parce que le périopératoire dépend énormément de ce qui va se passer du bilan préopératoire, que l'examen complémentaire numéro 1, bien sûr, ça reste l'échographie en 2D, mais qu'il ne faut absolument pas avoir peur de faire un scanner ou un cathétérisme cardiaque en préopératoire si on a un doute sur une anomalie coronaire ou des sténoses des branches ou d'autres anomalies associées.
Je vous ai décrit ici la situation idéale de la prise en charge de tétralogie de Fallot. Qu'en est-il exactement en Algérie? Et donc je vais vous laisser un peu commenter. Merci.